Je ne vais pas revenir sur tous les prouesses et toutes les prestations et toutes les performances économiques que la Chine nous montre aujourd'hui. Très souvent, on compare le PIB de la Chine avec celui des États-Unis. Je pense qu'il est beaucoup plus, disons, il est aussi très instructif de le comparer avec d'autres pays dits émergents. Donc là, vous voyez depuis les années 60, donc vous voyez l'Inde, vous voyez le Brésil, vous voyez la Turquie, l'Afrique du Sud et la France. Et donc vous voyez effectivement qu'il y a un phénomène, il y a quelqu'un qui va chercher à repeindre les plafonds. Et donc vous avez un phénomène, disons, si vous voulez montrer donc le côté atypique de pourquoi c'est un précédent historique, absolument sans précédent. Là, vous avez une comparaison, disons. Alors, on peut dire oui, ben voilà, parce que c'est la Chine. C'est pas seulement ça, c'est surtout parce qu'il y a une autre méthode. C'est-à-dire que les pays qui sont en bas sont les pays qui ont adopté ce qu'on appelle le consensus de Washington, c'est-à-dire le modèle néolibéral de privatisation, du libre-échange, et que la Chine, elle a forgé son propre consensus, que certains appellent le consensus de Beijing aujourd'hui, qui est un autre modèle. Donc, alors très souvent, donc la question à laquelle j'essaierai de répondre et notre dossier tenter d'y répondre, c'est comment cela a été possible. Les économistes occidentaux ont bien du mal à nous donner des réponses et souvent vont vous dire, souvent passent leur temps à décrire en fait la couleur de leurs lunettes idéologiques plutôt que ce qu'ils peuvent voir à travers. La Chine, disent-ils, a attiré les investisseurs étrangers avec sa main-d'œuvre bon marché. Elle a privatisé son secteur public. Elle a abandonné le collectivisme au bénéfice de la propriété privée. La Chine s'est ouverte au monde, surtout donc depuis 2001, quand elle est devenue membre de l'OMC. En gros, nous disent-ils, après le désastre de la période maoïste, ce serait en assimilant les recettes néolibérales occidentales, codifiées par ce fameux consensus de Washington ou par les critères définis par les traités européens que nous subissons en France, c'est en adoptant tout ça que la Chine serait redressée. Or, rien n'est plus faux. Certes, aujourd'hui, la Chine dispose d'une économie où le marché joue un rôle majeur, mais ce marché reste encadré par des objectifs et des orientations définis par ce qu'on avait l'habitude d'appeler un gouvernement. On a du mal à s'en rappeler, je crois, ce que c'est vraiment un gouvernement qui gouverne. Rappelons ici que dès les 4 modernisations donc, promues par Zhou Enlai en 1963 et mises en œuvre à partir de 1979 par Deng Xiaoping, en fait déjà vous avez la base de ce qu'aujourd'hui le président chinois appelle donc le rêve chinois, tout simplement ce que Mme Larouche a évoqué, c'est-à-dire que la Chine, après un siècle d'humiliation, c'est-à-dire entre la guerre de l'opium et le mépris ou la trahison occidentale au traité de Versailles, la Chine, tout simplement, veut reprendre la place qu'elle avait avant les guerres de l'opium, c'est-à-dire la position de la plus grande puissance économique du monde. 40 ans après le lancement de cette politique d'ouverture et des réformes de Deng Xiaoping, ça vaut la peine d'y regarder un petit peu de plus près. En 1978, la Chine avait à peine une agriculture de subsistance. Je vous rappelle des millions de morts à cause de la famine, à cause des cultures ravagées même par les insectes, et j'en passe des détails. En 1978, donc la priorité pour Deng, c'était de nourrir 978 millions de personnes qui souffraient de famine et de créer un surplus agricole afin de permettre l'industrialisation. On ne peut pas démarrer l'industrie d'un pays si la population n'a pas de quoi se nourrir. Pour redynamiser une population abattue par la misère et les difficultés, Deng va reprendre certaines expérimentations, même des contestations contre l'autorité centrale, et il va mettre en place ce qui s'appelle le système de responsabilité des ménages, le SRM, dans le monde rural. Ici, d'abord, de permettre aux agriculteurs, grâce à un système de bail,
d'une durée de 5, 10, 15 et ensuite de 30 ans, d'exploiter un bout de terre. C'est donc la première forme vers une forme embryonnaire de propriété privée qui va rendre de nouveau les gens responsables de leur production. Je vous rappelle que dans le système maoïste, collectiviste, l'État imposait aux agriculteurs un quota de production et le producteur était payé pour fournir ce qu'exigeait le quota. Ce qui était produit en plus, en fait, ça valait rien ou pas grand-chose. Or, avec le nouveau système, ce système de responsabilité des ménages, on donne un quota plus bas aux producteurs, plus facile à atteindre, et on dit tout ce que vous produisez au-dessus de votre quota, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le garder pour vous, vous pouvez le vendre sur le marché qui était un peu noir au début, mais qui va être blanchi de plus en plus. C'est-à-dire on crée un marché où les paysans peuvent vendre ce qu'ils produisent en plus du quota à des prix 50 à 75% au-dessus du prix officiel. Donc très rapidement, les paysans disent ils ont un filet de sécurité, le fameux bol de riz d'acier d'avant à l'époque de Mao. En fait, ils vont le maintenir. Ils ont un filet de sécurité sociale par le quota. Et tout ce qu'ils produisent au-dessus, en fait, ils vont prendre des risques et ils vont, du coup aussi, ils vont diversifier la production. Au lieu de faire que du riz et que du blé, ils vont faire des fruits, ils vont faire des légumes, ils vont même faire des fleurs, ils vont faire de l'élevage, ils vont faire du porc, etc., etc. Donc, quasiment d'une façon instantanée, on a doublé le revenu du monde paysan et on a augmenté de 30% la production agricole en Chine en quelques années, à partir de 1979. Donc quand la Chine a sorti 700 millions de personnes de la pauvreté, ce n'est pas après 30 ans de travail, ça a été très rapidement en fait. Et ça a évidemment libéré et permis de mobiliser la population chinoise pour s'engager dans d'autres tâches, dans l'industrie, dans les services et dans tout ce que nous voyons aboutir aujourd'hui. Deng, à l'époque, ironisa en disant « Certains doivent d'abord devenir riches ». Alors, c'est simplement un exemple que beaucoup d'Occidentaux ne comprennent pas, parce qu'on pense qu'on est en train de convertir la Chine à notre modèle, alors que ce qui a marché, c'est leur modèle que nous avons bien du mal à comprendre. Et en plus, ce modèle, donc, ce qu'on a appelé la double voie, c'est un modèle qui a servi de modèle pour toutes les autres réformes. Ça a été mis en place, y compris pour les entreprises communales et villageoises, pour les zones économiques spéciales et pour les entreprises d'État. Donc, cette approche, qui est graduelle et pragmatique, est à l'opposé total de ce que Mme Larouche a dénoncé, donc la fameuse thérapie de choc imposée à la Russie suite à la dislocation de l'URSS en 1991. À l'opposé, en Chine, il s'agit toujours, il s'agit d'une politique pragmatique de transition à tâtonnement, utilisant le cadre d'une planification centrale qui est de moins en moins impérative et de plus en plus indicative, c'est-à-dire servant des références et permettant d'être ajustée en se frottant au terrain. Alors aujourd'hui, en Chine, vous avez 60% de l'économie qui est aux mains du privé. Ce secteur privé rapporte 70% des recettes fiscales et 80% des emplois. Donc quand à Washington on dit c'est un pays communiste, d'accord, oui. Ce privé se développe dans le cadre d'objectifs obéissant une vision à long terme fixée par la Commission nationale pour le développement et la réforme, la National Development and Reform Commission, qui joue le rôle du ministère de l'économie. En réalité, il n'y a pas de ministre de l'économie en Chine, ça n'existe pas. Il y a un ministre des Finances, il y a un ministre du Commerce, mais il n'y a pas de ministre de l'économie. Ce qui formule et développe la politique économique, c'est cette commission, ce ministère, c'est le ministère des ministères, c'est le ministère central qui coordonne toutes les actions de tous les autres ministères, mais qui est en fait la fusion de la commission de planification et la commission économique, qui ont fusionné en 2003 pour former ce ministère
qui est l'équivalent en super musclé et avec des stéroïdes, de ce qu'on appelait en France le commissariat général du plan. Cependant, il y a bien plus, car dès le début, Deng Xiaoping a mis l'accent sur les infrastructures et les progrès scientifiques. Les planificateurs chinois savent très bien que pour ne pas être piégés par l'épuisement des ressources qu'impose toute technologie, il faut passer, il faut franchir des caps, il faut brûler des étapes et il faut passer très rapidement d'une technologie à une autre. Aujourd'hui, ça fait râler dans les capitales occidentales. Par exemple, la Chine est passée du papier-monnaie maintenant au paiement numérique par smartphone. Je peux vous garantir que Visa et American Express, ils ne sont pas très contents parce qu'ils ratent un marché de plus de 1 milliard de personnes. Alors, notre dossier revient en détail sur les apports donc, de Lino Larouche, dont la conceptualisation d'une métrique, ce que nous avons appelé la métrique du leapfrogging. C'est-à-dire que généralement, dans une vision cartésienne et positiviste, on pense que l'humanité avance par petits pas. En fait, ce n'est pas du tout le cas. L'humanité, en fait, s'améliore chaque jour, mais en fait, on épuise un système et à un moment donné, il faut faire un grand saut. Comme les grenouilles savent le faire, on fait un saut de grenouille pour franchir une étape. Par exemple, pour passer d'une économie basée sur le bois à celle du charbon, ou celle du pétrole, ou celle du nucléaire, il faut des sauts de créativité et de mise en œuvre de cette créativité. Alors, quant à la planification chinoise, disons, il y a un auteur qui n'est pas vraiment un ami de la Chine, qui s'appelle Joshua Cooper Ramo, qui dit les Chinois ont compris que tout changement, ça crée des problèmes. Donc la seule solution, c'est de créer un changement qui aille plus vite que les problèmes créés par le changement. Le seul remède au changement, et davantage de changement, et davantage d'innovation, in fine, c'est l'intensité des innovations qui permet de s'en sortir. La planification chinoise, bien sûr, nous rappelle ce que nous avons fait de meilleur chez nous, c'est-à-dire le New Deal aux États-Unis et le commissariat au plan sous De Gaulle et Jean Monnet dans l'après-guerre. Car si vous regardez, par exemple, les attaques du Council on Foreign Relations, le Conseil des relations étrangères, contre la Chine, ce qu'on leur reproche, en fait, c'est justement d'avoir une planification. Je vous cite un article paru le 2 août sur le site du CFR, qui dit « Le programme du Made in China 2025 accélère les efforts déjà existants en consacrant encore plus de moyens et en intensifiant la planification centrale transversale entre le gouvernement, les entreprises privées et le monde universitaire. Ce plan comprend aussi bien des politiques annoncées publiquement que des actions plus opaques que les analystes interprètent comme des manœuvres visant à soustraire la Chine d'éventuelles sanctions pour non-respect de ses engagements envers l'OMC. » Donc, ce qu'on reproche à la Chine, c'est qu'elle fixe des objectifs à son économie, qu'elle encourage les entreprises privées à inscrire leurs actions dans le cadre du plan, qu'elle donne des baisses d'impôts pour ceux qui le font, et, comble d'infamie, elle exige des transferts de technologie aux gens qui viennent chez elle utiliser sa main-d'œuvre bon marché. Quelle horreur! Alors, si vous prenez le temps de lire, je vous l'ai amené... Ça, vous voyez que ça existe réellement. Ça, c'est le premier plan de modernisation et d'équipement, donc fait en 1946 en France. Qu'est-ce que ça dit? Ça fixe des objectifs. Ça dit le plan a pour objet de développer la production nationale et les échanges extérieurs, en particulier dans les domaines où la position française est la plus favorable. Deuxièmement, d'accroître le rendement du travail. Troisièmement, d'assurer le plein emploi de la main-d'œuvre. Il faudra envoyer une copie à M. Macron, d'élever le niveau de vie de la population et d'améliorer les conditions de l'habitat et de la vie collective. Donc, ce plan, c'est le contraire de ce que dit l'OMC. Pour l'OMC, un gouvernement n'a pas le droit d'avoir une intention quelconque, puisque c'est le marché qui doit diriger le pays et non pas le gouvernement. Donc, ce qu'on reproche en finale à la Chine, c'est simplement d'avoir des méthodes économiques qui ont marché chez elle, qui ont marché chez nous, qui ont marché aux États-Unis,
tout simplement parce que c'est des méthodes qui sont universelles et qui permettent à une société de s'élever à un niveau plus élevé. Voilà, je conclus là.